Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, samedi 1er avril 2023. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne rupture et bienvenue à tous. Le mois béni de Ramadan est à sa 10e journée ce samedi 1er avril 2023. Cette année, le mois a coïncidé avec la période de chaleur pour éviter certaines conséquences, notamment la déshydratation de l'organisme. Le nutritionniste conseille de consommer beaucoup d'eau, mais aussi beaucoup de fruits. On écoute Abdourazak Bello, il est nutritionniste. Oui, après le mois de carême, effectivement, il y a un certain nombre de conseils qu'il faudrait appliquer. Cette année particulièrement, le Ramadan a eu lieu en période de forte chaleur. Donc, et pendant cette période de forte chaleur, notre organisme a subi le fait d'une hydratation insuffisante. Donc, le premier conseil que je donnerais vraiment après cette rupture-là, c'est vraiment de bien hydrater son organisme en consommant beaucoup d'eau. Vraiment le maximum d'eau pour permettre à l'organisme de bien s'hydrater. Donc, ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil que je donnerais également en cette période-là, c'est qu'il y a une habitude que nous avons acquise pendant le mois de Ramadan, en tout cas dans la plupart des ménages, on remarque une plus grande consommation des fruits et légumes. Et vraiment, c'est une habitude qu'il faudrait continuer à appliquer en cette période de fin de Ramadan, parce que compte tenu de l'importance de ces fruits et légumes. Le troisième conseil que je donnerais, c'est par rapport au fait que après le Ramadan, du fait que pendant le Ramadan, on n'est pas habitué à manger à midi, donc du coup, le déclenchement de la faim est perturbé. Donc, du fait que pendant le mois de Ramadan, on mange surtout la nuit. Donc, le déclenchement de la faim à midi est perturbé. Donc, il y a beaucoup de personnes, après le Ramadan, auront du mal à manger à midi. Donc, il faudrait savoir provoquer la faim. Et pour provoquer la faim, le conseil qu'on donne souvent, c'est vraiment de faire fonctionner le mécanisme visuel de la faim. Autrement dit, pour les personnes qui ont une perte d'appétit, c'est vraiment d'avoir le repas à côté, d'avoir des repas à côté. Donc ça va petit à petit, ça va amener l'organisme à retrouver son équilibre. Le quatrième conseil également, après cette période de Ramadan, il faudrait également éviter de retomber dans les excès. Donc c'est pour cette raison, pour permettre à ce que l'organisme s'habitue progressivement à la pause des repas dans la journée. Donc le conseil qu'on donnera, c'est vraiment de fractionner les repas, autrement dit, de prendre des petits repas plusieurs fois par jour que de prendre de gros repas en une seule fois, parce que là, ça peut entraîner d'autres problèmes, notamment les troubles digestifs. Merci Abdourazak Bello. Le mois de Ramadan est une période de bienfaisance. C'est pourquoi il est conseillé aux musulmans de multiplier de bonnes œuvres comme l'aumône pour bénéficier de la bénédiction de Dieu. Mais il y a une façon de faire cette aumône comme nous le précise ici Oustaz Haladou Yahya. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ceux qui donnent ouvertement ou en cachette. Le plus important en donnant, c'est de respecter un des piliers des jeûnes, le tout premier, un des deux piliers, c'est-à-dire l'intention. Il faut purifier son intention. Quand on donne, même si c'est télévisé, il faut qu'on le fasse dans l'esprit de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, de le faire à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour se faire voir, pas pour qu'on apprécie. C'est en ce moment, le prophète Mohammed, c'est en ce moment que ça tient lieu d'actes que Allah peut agréer, que Allah subhanahu wa ta'ala peut récompenser. Et c'est dans le même ordre d'idée, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'acte ne vaut que par son intention. Donc donner en publiant, c'est pas mauvais. Toujours est-il que il est aussi recommandé de donner avec la main droite en toute discrétion sans que la main gauche ne le sache. Ce qui est visé dans toutes les actions de l'islam, dans tout accomplissement de bonnes œuvres, ce qui doit être visé, c'est la face d'Allah, c'est la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de lui plaire, c'est le fait que nous épargne. Donc
de certaines choses, de le faire par crainte et espoir de Allah subhanahu wa ta'ala. Pour certaines actions comme la prière de nuit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prie la prière de nuit avec crainte et espoir de récompense de Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner ses péchés. C'est une preuve déjà qu'une bonne œuvre doit être précédée d'une bonne intention. Merci Oustaz Haladou Yaya. Malgré les différentes annonces et rencontres entre les autorités et les commerçants pour stabiliser les prix des produits de première nécessité pendant ce mois béni de Ramadan, le constat est clair sur les marchés. Aucune stabilisation des prix des produits. Une hausse des prix est constatée au niveau de plusieurs produits. Reportage Hamza Sakou. Le panier de la ménagère se trouve dans un état très critique ces derniers temps au Niger, surtout en ces débuts du mois sacré de Ramadan, où la générosité des musulmans est beaucoup plus attendue envers leurs proches. Mais force est de constater que ce mois apparaît comme une occasion pour la plupart des commerçants d'augmenter exponentiellement les prix sur les produits de première nécessité qui ont déjà subi une baisse de la part des autorités nigériennes. Aucun droit de douane en fait n'a été augmenté ou majoré sur tous les produits là. Tous les produits de première nécessité, ça fera bientôt une décennie. Donc, vous avez vu la dernière circulaire qui a été signée sur 3 produits. Là, c'est le gouvernement, suite aux différentes rencontres qu'il a eues, que le Premier ministre a eues avec les importateurs. Le gouvernement a décidé de lui-même de rabaisser les droits sur ces 3 produits qui sont le sucre, la farine et le lait. Les prix de ces produits restent inchangés sur le marché malgré la diminution des taxes, une situation qui est due à la commercialisation de l'ancien stock selon le collectif des syndicats, des commerçants et des agents de transit. Sur le marché, tout le monde constate qu'il n'y a pas eu de diminution. Et moi, je dis que, c'est pour cela que je dis certains d'entre nous sont véreux. Même s'il va avoir les marchandises, ils ne vont pas diminuer. Mais le comité qui est là, censé travailler, c'est déjà assermenté. C'est le comité, en fait, à son tour, qui doit faire son travail, vaille que vaille, pour que chacun soit mis dans les conditions qu'il faut. C'est le rôle du gouvernement de mettre en place un comité de prix, de contrôle de prix. Ce comité doit travailler de façon active. Comme cela, les citoyens que nous sommes, consommateurs que nous sommes, en même temps, nous revenons trouver sur le terrain qu'il y a eu un changement. Mais si jamais il y a une diminution à partir du 22 mars, je dis bien le 22 mars, alors que vous avez déjà le stock de marchandises qui sont sur le marché, qui sont en train d'être vendus. Et ces marchandises n'ont pas fait l'objet, n'ont pas bénéficié du traitement de réduction dont vous avez fait cas de figure. Je crois qu'en ce sens, le gouvernement a l'obligation d'interpeller les commerçants pour leur dire, voilà, même à travers la chambre de commerce, voilà ce que nous supposons, voilà ce qu'on veut. Il faut enlever ce qu'on appelle une subvention pour leur dire, moi je suppose que votre bénéfice est tel montant, je vais vous donner tel montant de mon mieux pour que vous réduisiez le prix aux consommateurs. L'État, garant avant tout du bien-être des populations, est interpellé de porter plus un regard particulier sur cette écrasante majorité de la population nigérienne qui vit les affres de la cherté de la vie. C'est un véritable parcours de combattants circulés aux alentours des principaux marchés de Niamey pendant cette période de Ramadan. Le désordre est total tout autour des marchés. Les principales voies d'accès sont bloquées par des vendeurs et autres étalages. Constat Boubacar Ibrahim et Nasser Sedou. De tout temps animés, les marchés de la capitale sont le plus souvent assujettis à un manque d'organisation. Des automobilistes qui stationnent à tout bout de champ aux abords, aux vendeurs ambulants qui occupent les passages réservés tels les calvaires auxquels les usagers sont confrontés. Ismaël Mohamedou, conducteur de taxi de son état, lance un appel tout en faisant part de son appréhension. Pour répondre à ces calvaires, il ne s'agit pas seulement de faire usage de la force pour déguerpir les concernés. Il faut tout simplement revoir les approches et penser à sensibiliser, car l'usage de la force ne donne naissance qu'à d'autres questions sociales.
Le tronçon Niamey-Kolo devient de plus en plus un calvaire pour les usagers. En tout cas, l'état de route de ce tronçon reste à désirer. La dégradation de cette route à certains endroits met mal à l'aise les usagers et même les véhicules aussi, malgré les travaux de colmatage en cours. Reportage Boubacar Ibrahim Sadoudoumi. Le chef-lieu du département de Kolo est à une vingtaine de kilomètres de Niamey. Mais pour parvenir, il faut user de patience. Et pour cause, l'état de l'ouvrage de la dégradation par endroits atteint un certain niveau regrettable. Au micro de la Bari, les usagers n'étaient pas sans intérêt. Ils ont aussi espéré que les autorités vont montrer plus d'égard vis-à-vis de cette route. La route, comme vous voyez, en tout cas, c'est une route pratiquement qui est difficile à suivre. Si vous regardez de temps en temps, il y en a même qui ne suivent plus la route. Par exemple, moi, une fois à une certaine hauteur, j'ai dévié pour ne pas tomber dans les nids de poules parce que c'est parsemé de nids de poules. Une route, c'est beaucoup de choses. C'est vraiment, ça va développer, renforcer encore davantage le développement du pays. Fonda Asté, Fonda Bogu, Ago Mote Pinesera. La route Niamey-Kolo est vraiment dégradée durant cet autre usagé. Elle cause beaucoup de désagréments. Nous en appelons à l'intervention des autorités pour sa réhabilitation. Pour le préfet du département de Kolo, la réhabilitation de la route figure parmi les priorités des autorités et que d'ores et déjà des travaux de colmatage sont entrepris pour faciliter la mobilité. La route Niamey-Kolo, comme vous l'avez certainement aussi constaté, il faut le dire, vous avez trouvé qu'il y a une entreprise aujourd'hui qui est en train de faire le travail de colmatage. Il y a aujourd'hui, à travers le ministère de l'équipement, la route en tout cas, tous les points critiques seront traités de Niamey jusqu'à Kolo. Et vous savez, la route Kolo, on ne va même pas dire Kolo et Niamey-Kolo, on va dire Niamey, Kolo, Kirtachi Bumba, c'est une priorité des plus hautes autorités, c'est un programme qui est là. Nous avons même trouvé qu'il y a eu déjà les études techniques et les dossiers, en tout cas, il est toujours dans le circuit normal. Et nous, à notre niveau, nous sommes en train de faire le plaidoyer nécessaire pour pousser, en tout cas, pour faire avancer ces dossiers. Parce que c'est un nouveau corridor qui sera créé avec la route Niamey, Kolo, Kirtachi Bumba qui va rejoindre la route de Gaïa. Avec cette route, c'est un nouveau corridor qui sera en tout cas créé par là. La réhabilitation de cette voie, une fois achevée, permettra de réduire considérablement la durée du déplacement, réduire les accidents et faciliter l'évacuation des malades vers les centres-villes sans grande difficulté. Parlons à présent de l'éducation avec la formation dispensée au non-voyant à l'école des jeunes des aveugles du Niger ou l'école Soli Abdraman. Les locataires de ces centres de formation sont la plupart des enfants issus des familles pauvres. Reportage Areta Sala Nassar Sedou. La malvoyance est un handicap qui malheureusement conduit plusieurs personnes qui sont dans cet état à la mendicité, alors que le non-voyant ou l'aveugle peut bel et bien gagner sa vie par une autre voie plus honorable, outre que la mendicité. Pour amener les aveugles à bannir cette pratique, l'Union des aveugles du Niger a créé l'école des jeunes aveugles du Niger appelée Soli Abdraman, une école qui forme les aveugles à travers l'éducation. Dans cette école, l'apprentissage se fait par étapes selon la directrice de la dite école. Au niveau de l'école, nous avons 7 classes. Ces 7 classes-là sont réparties comme suit. Nous avons 4 CI, dont les 2 CI sont les CI préparatoires pour les nouveaux entrants qui viennent d'être inscrits. Donc, la classe préparatoire, là, ça nous permet de préparer l'enfant à l'école même, au sein même de l'école. Lui apprendre comment se déplacer, comment s'habiller, comment faire sa toilette, comment se diriger dans l'école, comment connaître sa classe, qu'est-ce qu'il est venu faire, pourquoi il est venu dans ce centre. C'est ça la classe préparatoire. On prépare l'enfant. Parce que la grande majorité de nos enfants qui viennent ici au CI, d'autres sont délaissés par les parents, d'autres sont... Donc il faut démystifier l'enfant. Il faut lui apprendre, lui faire comprendre qu'il peut faire tout à la place de sa maman. C'est ça l'importance de la classe préparatoire. C'est l'intégrer à accepter l'école.
Il est parmi ses pairs. À partir de la classe de CE2, ces élèves non-voyants sont reversés dans les écoles classiques pour continuer les études. Une tâche pas du tout facile pour les enseignants qui ne maîtrisent pas bien l'écriture et la lecture du non-voyant appelé braille. Et après la classe préparatoire, nous avons les CI. Les CI, c'est CI-là. Donc l'enfant a commencé à s'intégrer, à savoir, il a acquis la notion de nos matériels. Maintenant, elle va au CI proprement dit, là où on doit commencer à lui apprendre la lettre A, c'est quel point, la lettre B, ainsi de suite, jusqu'à assimiler les séries qu'il faut pour être au CP. Avec le ponçon, la tablette et le papier, plus le cubarythme, où il va commencer à apprendre les chiffres, comment disposer. En braille, on va lui apprendre ça en braille. Au niveau du CI, il y a un certain nombre de séries que l'enfant doit apprendre. Maintenant, on vient au CE1, CE2. Donc le CE2, c'est ça le top. Ici, au niveau du CE2, la maîtresse va mettre tout son paquet pour apprendre à l'enfant tous les points. Parce qu'il sera intégré là où on ne va plus lui parler du braille. C'est à lui de fournir ce braille-là pour que ça soit accessible à son maître, qui va transcrire ses papiers en braille, en français. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, nos élèves du CE2, là, il faut qu'ils maîtrisent parfaitement comment copier un texte sans faute en braille. Maintenant, on l'intègre. Si on l'intègre, on l'accompagne. Malgré cette difficulté, certains élèves aveugles arrivent tant bien que mal à poursuivre leur cursus scolaire jusqu'à l'université. Parmi ceux qui ont réussi à pousser très loin les études, nous avons rencontré Nassamou Doubou Moutari, qui a sa licence en droit public et qui souhaite avoir une bourse pour continuer les études. J'ai fréquenté ici à l'école Soli Abdraman des jeunes aveugles de Niamey. J'ai étudié avec le braille jusqu'à la licence. J'ai ma licence en droit public à SUS-UMF University of Niger. Les problèmes qui se posent pour les personnes handicapées en général et pour les personnes handicapées visuelles en particulier, c'est que c'est dû aux barrières, surtout pour étudier les manques des moyens tant sur le plan matériel que sur le plan financier. C'est que malheureusement, il y a ceux qui se trouvent bloqués après l'heure ou bien après un cursus, par exemple, et après la licence. C'était voilà ma situation, donc tant sur le plan matériel que sur le plan financier. Donc c'est vraiment plus juste, plus normal et plus profitable que les personnes handicapées en général et personnes aveugles en particulier puissent avoir une aide pour pouvoir continuer leurs études, car la situation de handicap ne constitue pas un obstacle à la scolarisation et à toutes les activités de la vie quotidienne. Rappelons qu'en général, ces élèves aveugles sont issus des familles pauvres, donc le soutien de tous est nécessaire pour les accompagner à poursuivre les études et devenir enfin actifs dans la vie professionnelle et quotidienne. Merci Areta Salah. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.